Au sommaire de cette édition, le président congolais qui passe aux aveux, Denis Sassou Nguesso reconnaît que son pays est en difficulté économique. Les violences post-électorales alimentent la polémique au Kenya. Un père accuse la police de la mort de son bébé. Enfin, le désarmement des FARC a pris fin mardi en Colombie, mettant ainsi un terme à plus d'un demi-siècle de conflit. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Avant le développement de titres, sachez que 3 mois à peine après sa nomination, le Premier ministre algérien Abdelmadjid Tebboune a été limogé. Le président Abdelaziz Bouteflika a mis fin à ses fonctions et nommé à sa place Ahmed Ouyaya. Ce dernier était jusqu'ici le chef de cabinet du chef de l'État. Le nouveau Premier ministre est également le patron du Rassemblement national démocratique, deuxième parti d'Algérie et allié crucial du FLN au pouvoir. Il faut dire que c'est la 4e fois qu'il occupe ainsi le poste de Premier ministre. Je le disais en titre, le président Denis Sassou Nguesso a reconnu à Brazzaville mardi que son pays connaissait des difficultés économiques réelles et préoccupantes. Cette crise pourrait cependant être surmontée selon lui. Plus de précisions dans ce reportage. La dette publique du Congo représente 117% du produit intérieur brut selon le Fonds monétaire international qui a affirmé récemment que le Congo lui avait caché une partie de sa dette. Des propos en partie confirmés par le président Denis Sassou Nguesso. Notre pays connaît des difficultés réelles, personne ne doit les dissimuler, a déclaré le président Sassou dans un message radio-télévisé à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance de son pays. Ces difficultés étaient au départ financières, la crise dans laquelle le Congo est plongé depuis 2014 avec l'ensemble des pays exportateurs des matières premières continue encore de générer des effets néfastes. La situation du Congo est préoccupante, mais nous ne sommes pas dans un désastre irréparable, a estimé le président. Il n'y a ni faillite ni banqueroute, la crise sera surmontée, a-t-il affirmé. Dans son message à la nation, Sassou, qui cumule plus de 30 ans au pouvoir, a évoqué la situation dans le pôle, région voisine de la capitale Brazzaville, secouée depuis avril 2016 par des violences et des exactions attribuées par le gouvernement à Frédéric Bitsamou, alias Pasteur Ntoumi, et ses ex-combattants ninja. Encore une fois, je demande à Frédéric Bitsamou de se rendre à la justice de notre pays pour abréger les souffrances des populations innocentes, a lancé le dirigeant congolais. Selon le gouvernement et l'ONU, au moins 138 000 personnes, soit plus de la moitié de la population de cette région, sont en détresse dans le pôle et font face à des besoins humanitaires criants dans les domaines de la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'assainissement notamment. Hakainde Hichilema est désormais libre de ses mouvements. La justice zambienne a ordonné mercredi la remise en liberté du chef de l'opposition et l'abandon des poursuites pour trahison lancées à son encontre. Des charges qui, vous le savez, étaient à l'origine de vives tensions politiques dans le pays. Je voudrais informer la Cour que je demande l'abandon des poursuites contre l'ensemble des accusés, a déclaré ce mercredi l'avocate générale Liliane Kayuni à l'ouverture de son procès devant un tribunal de la capitale, l'Osaka. Hakainde Hichilema et ses 5 co-accusés ont été libérés de leur prison et les accusations de trahison ont été abandonnées. S'est immédiatement réjoui sur Twitter son parti, le Parti uni pour le développement national, UPND. Arrêté en avril, Hakainde Hichilema était incarcéré depuis pour avoir gêné le passage du convoi du président zambien Edgar Lungu, dont il conteste depuis 1 an la réélection. Poursuivi pour trahison, un crime qui n'autorise aucune libération sous caution, il risquait une peine comprise entre 15 ans de réclusion et la peine de mort. Cette décision de justice met un terme à une saga judiciaire de plusieurs mois qui a nourri de vives tensions entre le régime de Lungu et ses adversaires. Le climat politique en Zambie, un pays d'Afrique australe d'ordinaire calme, s'est détérioré depuis l'élection présidentielle d'août 2016, marquée par plusieurs incidents violents. À l'époque, Edgar Lungu n'avait pas hésité à déclarer qu'il n'hésiterait pas à
sacrifier la démocratie pour préserver la paix. Mi-juillet, le Parlement a voté l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois à la suite d'une série d'incidents criminels attribués par le pouvoir à l'opposition. En annonçant l'état d'urgence, Edgar Lungu a balayé de revers de main les critiques et rejeté toute dérive dictatoriale, assurant qu'il avait pour unique préoccupation de faire reculer l'anarchie dans son pays. Rendons-nous maintenant au Kenya. Un père de famille affirme que son bébé de 6 mois a succombé à ses blessures mardi après avoir été frappé vendredi dernier par la police. Les faits se seraient déroulés au domicile du plaignant dans un bidonville de l'ouest du pays. La police kenyane reprimait alors les émeutes post-électorales. Samantha, âgée seulement de 6 mois, a rendu l'âme mardi dans un hôpital de Kisumu, à l'ouest du Kenya. Elle aurait, selon ses parents, succombé à ses blessures après avoir été frappée vendredi soir par la police à leur domicile. They threw tear gas into the house, and then one of the officers broke into the house. Ils ont jeté du gaz lacrymogène à l'intérieur de la maison. Puis un des officiers a fait irruption dans la maison et a commencé à les battre. C'est le moment où cet enfant a été frappé à l'arrière et cet enfant, sa mère et le père ont été amenés ici à l'hôpital. Il est très triste que, dans le monde d'aujourd'hui, un officier puisse frapper un enfant innocent de 6 mois. Pour les parents de la petite Samantha, les Kenyans doivent veiller à ce que justice soit rendue à leur fille. Nous étions à l'intérieur de la maison. Nous avons fait comme on nous a dit d'aller voter, puis rentrer à la maison, se détendre et attendre les résultats. Et c'est ce que nous faisions. Mais au milieu de la nuit, ils sont rentrés de force. Ils nous ont battus. Ils ont battu ma fille à mort. Dans un autre incident, une fillette de 9 ans qui se trouvait au balcon de sa maison à Nairobi a été tuée par une balle perdue alors que la police tirait des coups de feu pour disperser des manifestants. Au total, au moins 17 personnes ont été tuées et 177 blessées dans les violences ayant éclaté de vendredi soir à samedi soir dans certains bastions de l'opposition au Kenya. La crise en Centrafrique inquiète de plus en plus les organisations humanitaires. 6 d'entre elles appellent le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à prendre des mesures immédiates. À travers une lettre ouverte, ces organisations estiment urgente sa réaction face à la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit donc en Centrafrique. En République centrafricaine, au moins 821 civils ont été tués depuis le début de l'année, selon 6 ONG qui estiment que le conflit atteint le même niveau de violence qu'en décembre 2013, au plus fort des massacres de masse entre milices Séléka défendant les musulmans et anti-Balaka, majoritairement chrétiennes. À cette époque, les Nations Unies avaient déclaré un niveau d'urgence 3. Nous vous implorons de prêter la même attention à la crise subie par des millions de personnes qui souffrent dans ce pays, écrivent les signataires, dont Action contre la faim et Première urgence. Le mandat de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix MINUSCA pour protéger les civils n'est pas rempli en raison de manque de ressources humaines et financières, constatent les ONG au sujet de la force onusienne de 12 500 hommes. Elles demandent instamment à Guterres de permettre à la MINUSCA d'avoir les moyens de son mandat. Le patron de l'ONU est aussi invité à s'assurer que la MINUSCA soutient les Centrafricains et leurs représentants dans la mise en œuvre de la résolution politique du conflit. Cette lettre est envoyée en copie au chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, qui avait envisagé fin juillet des éléments additionnels pour la MINUSCA à l'issue d'une visite à Bangui. Cible elle-même des violences, les ONG déplorent le sous-financement de l'aide humanitaire alors que la moitié des 4,5 millions de Centrafricains en dépendent. Après plus d'un demi-siècle de combat entre l'armée et la guérilla des FARC, la Colombie retrouve le sourire. Le président Juan Manuel Santos a proclamé mardi la fin effective du conflit. Ceci au terme de la remise des dernières armes de la puissante rébellion des FARC qui a signé, vous le savez, la paix et prépare désormais sa reconversion en parti politique.
Des armes emballées par petits lots, puis entreposées dans un conteneur par des représentants de l'ONU. Il s'agit là des dernières images du désarmement de la guérilla des FARC qui s'est achevée mardi en Colombie, offrant ainsi au président Juan Manuel Santos l'occasion de saluer le retour définitif de la paix dans son pays. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier soupir de ce conflit. Avec cet abandon des armes, avec ces derniers conteneurs, le conflit se termine vraiment. Pour les éléments de la guérilla des FARC, c'est une nouvelle vie qui commence. Ils préparent la reconversion de leur mouvement en parti politique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle étape de vos vies et de la vie de notre nation. Notre nation, parce que c'est la vôtre. La mienne, c'est celle de tous les Colombiens. Merci beaucoup. À ce jour, près de 7000 hommes, femmes et mineurs des FARC ont laissé leurs armes. Toutes seront maintenant fondues en 3 monuments érigés à Bogota, au siège des Nations Unies à New York et à La Havane. Dans la jungle philippine, une nouvelle génération de combattants rejoint les rangs d'une des plus anciennes rébellions d'Asie. Nourrie par le fossé considérable entre riches et pauvres, l'insurrection communiste se poursuit bon gré mal gré, alors même que l'économie de l'archipel connaît l'une des croissances les plus fortes du monde. Dans la jungle philippine, l'insurrection communiste forme sa relève. Armée de fusils et d'ordinateurs portables, une nouvelle génération de combattants a rejoint les rangs d'une des plus anciennes rébellions d'Asie. Leur objectif, renverser le système capitaliste des Philippines. Catherine rêvait de devenir présentatrice de télévision, mais cette jeune diplômée a troqué le micro pour un fusil d'assaut. Nous affrontons un ennemi qui commet des atrocités contre le peuple, contre les jeunes et les autres secteurs de la société. Face à eux, il faut résister debout, pas se terrer dans la peur. Des partisans attirés par les promesses de justice face aux inégalités. L'archipel connaît l'une des croissances les plus fortes d'Asie, mais un Philippin sur 5 vit avec moins d'$1 par jour. Catherine a rejoint la rébellion suite au licenciement de son père ingénieur pour avoir monté un syndicat. Je suis très contente de parler aux membres de la communauté locale et d'apprendre à connaître leur situation. En découvrant combien nos vies sont différentes, comment ils sont maltraités, et en leur apprenant leurs droits, ils comprennent qu'il est nécessaire de lutter. Jaime Padilla est l'un des hommes les plus recherchés des Philippines. Ce leader communiste a rejoint la nouvelle armée du peuple, peu après le début de la rébellion à la fin des années 60. Les négociations de paix entre le gouvernement et l'insurrection sont depuis peu au point mort, une paralysie qui a donné lieu à une nouvelle vague de violence. Et à 70 ans, Padilla est toujours prêt à se battre. Ça fait 50 ans que nous combattons et peu importe s'il nous faut encore 50 ans. La jeunesse va poursuivre la rébellion. Même si ça prend 100 ans, tant que la jeunesse est ici, les fermiers et les citoyens sont prêts à se révolter. Une jeunesse communiste sur laquelle il compte pour poursuivre l'insurrection, dans un conflit qui a déjà fait au total 30 000 morts, selon les estimations de l'armée philippine. Les inondations et glissements de terrain liés à la mousson qui frappe le Népal ont causé des dégâts très importants. Le bilan provisoire fait état d'au moins 221 morts et plus d'1,5 million de déplacés. Mieux, ce sont près de 20% de la population qui sont affectés par ces aléas climatiques qui, vous le savez, ont détruit des milliers d'habitations et tué du bétail. Présent à Katmandou pour une visite de 4 jours, le vice-premier ministre chinois s'est engagé mardi à verser au Népal une aide d'1 million de dollars pour faire face à la situation. Autre pays affecté, l'Inde, où les autorités ont fait état mardi de 81 morts à travers le pays, principalement dans ses parties est et nord-est. Enfin, le Bangladesh, dont un tiers du territoire est inondé, a recensé 29 morts, alors qu'environ 1,5 million de personnes se sont retrouvées bloquées par les eaux. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Restez avec nous sur SICA pour d'autres informations.